Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Victor Sanchez, Les enseignements de Don Carlos, l'application pratique de l'œuvre de Carlos Castaneda. Nous nous étions arrêtés au chapitre 3, le corps comme champ d'énergie, et aujourd'hui on va s'attaquer justement aux techniques par rapport à ce précédent chapitre. Eh bien écoutez, on va pas tergiverser, on attaque tout de suite avec les techniques. De ce que nous venons de dire découle une multitude d'expériences. En me fondant sur la mienne et sur celle de mes groupes de travail, je vais en suggérer quelques-unes. L'ordre dans lequel les techniques peuvent être utilisées est le suivant: épargne, réorientation et gain. Pour pouvoir épargner notre énergie, il faut d'abord savoir comment nous la gaspillons le plus souvent afin d'élaborer une stratégie appropriée. Première technique sur laquelle reposent toutes les autres. 1. Inventaire de l'utilisation de l'énergie. Il s'agit de dresser une liste en nous demandant quelles sont les activités qui nous font dépenser de l'énergie. Elles recouvrent le plus souvent toutes celles auxquelles nous pouvons nous livrer pour nous-mêmes et dans le monde. L'inventaire est en fait la liste de toutes nos activités. Il ne s'agit évidemment pas de se livrer à quelques spéculations abstraites qui ne seraient qu'un reflet de notre moi, lequel chercherait immanquablement à se justifier et ne nous livrerait rien d'exact. Il s'agit d'un exercice de guet, fondé sur l'observation. Toutefois, analyser l'emploi que nous pouvons faire de notre énergie peut se révéler utile, ne serait-ce que pour comparer ce que nous aurons obtenu par ce moyen au résultat de l'exercice suivant qui requiert quelques instruments. Avoir sous la main de quoi écrire. Choisir un signal qui éveillera notre attention à intervalles imprévisibles, une sonnerie de réveil, quelqu'un qui nous adresse la parole, le passage devant tel ou tel objet, porte, fenêtre, etc. Bruit d'un certain véhicule, bref, tout type de signal inattendu, mais plus ou moins constant. Pour faciliter les choses, il s'agira ici d'une minuterie automatique. Procédure à suivre. Petit a, dessiner 3 colonnes sur une feuille de papier. Inscrire, dans l'ordre au-dessus de chaque colonne, 1. Qu'étais-je en train de penser? 2. Qu'étais-je en train de faire? 3. Est-ce bien ce que je veux faire? B. Régler la minuterie de façon qu'elle sonne tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures si l'exercice paraît trop difficile. Le réglage de la minuterie doit être, de préférence, aléatoire pour que nous ne puissions pas l'anticiper. C. À chaque déclenchement du signal, s'observer un instant et répondre par écrit à chacune des 3 questions dans l'ordre. Ne pas analyser, se contenter de noter. Les réponses doivent être brèves, concrètes. Notez l'heure de l'observation. Essayez de le faire à l'endroit où on se trouve et quoi que l'on soit en train de faire. Les questions se réfèrent évidemment à l'instant qui précède celui de la réponse. D. Avant d'aller se coucher, examinez ce qui a été noté pendant la journée et répondre sur une feuille à part et dans l'ordre aux questions suivantes. 1. Mes pensées ont-elles été plus diversifiées ou plus répétitives? 2. Quel était le contenu des plus récurrentes? 3. Mes activités ont-elles été plus variées ou plus répétitives? 4. Quelles sont les plus répétitives? 5. Y a-t-il eu un lien entre mes pensées et mes actions? 6. Dans quelle mesure mes actes ont-ils répondu à ce que je voulais? L'ordre d'importance peut être un pourcentage. On obtient ainsi la vision du guetteur sur l'utilisation quotidienne de l'énergie. E. Répétez l'exercice pendant une semaine, puis examinez les réponses obtenues pendant ce temps et, à partir de ces résultats, répondre aux mêmes questions concernant la semaine entière. Nous obtenons ainsi le bilan de notre dépense d'énergie pour cette période. F. Répétez l'exercice pendant 4 semaines. À la fin du mois, examinez les réponses données aux questions chaque fin de semaine et, à partir de ces résultats, répondre aux mêmes questions concernant le mois entier. Nous obtenons ainsi le bilan de notre dépense d'énergie pour un mois. G. À partir des données obtenues, dressez la liste la plus détaillée des activités extérieures, actions, routines, gestes répétitifs, dépendances, etc. et intérieures, pensées insistantes, émotions répétitives, maladies, état d'âme, etc. qui composent notre vie.
Cette liste est notre inventaire d'utilisation de l'énergie. H. Répartir les éléments de la liste en 2 colonnes. 1. Ce qui est indispensable à ma survie, manger, dormir, respirer, etc. 2. Ce qui n'est pas indispensable à ma survie, ennui, critique, hâte, etc. I. Répartir les éléments de la 2e colonne en 2 nouvelles colonnes. 1. Ce qui, me semble-t-il, me fait du bien et ce que je devrais continuer de faire. Activités sportives, artistiques ou culturelles, métiers que j'aime, faire l'amour, etc. 2. Ce qui, me semble-t-il, me fait du mal et que je devrais cesser de faire. Lire la presse à scandale, regarder les films et les émissions se complaisant dans la violence, parler de maladies, fumer, boire, chercher à avoir raison, me fâcher, me plaindre, essayer d'être accepté, etc. J. Répartir une nouvelle fois les éléments de la 2e colonne en 2 nouvelles colonnes. 1. Ce que je ne suis pas en mesure d'arrêter. 2. Ce que, sans difficulté ou en faisant un effort à ma portée, je puis arrêter. K. Choisir dans la 2e colonne de l'étape J les éléments classés dans la colonne 2 et arrêter effectivement pour une période que l'on déterminera à son gré les activités ou pensées correspondantes. L'énergie ainsi libérée se transformera aussitôt en énergie disponible. À la fin de la période déterminée, décidez si l'on prolonge ou non cette période pour un temps ou indéfiniment. Commentaire sur cette technique. Cette période d'observation produit une attention plus aiguisée appartenant à ce qu'on appelle la conscience accrue et qui peut avoir plusieurs niveaux de profondeur. Nous ne devons pas en avoir peur car elle est des plus utiles. Ne pas perdre de vue que l'observation conduit à un registre des faits, non pas à leur analyse, et doit être réalisée de la manière la plus objective et la plus sincère. La plupart des individus ont des pensées, des gestes répétitifs autour desquels leur vie s'articule et dont le changement implique un bouleversement complet de leur façon d'être. Les critères permettant de définir ce qui nous est indispensable et ce qui nous est favorable sont discutables. Il est cependant recommandé de se fonder sur ces critères personnels sans trop s'inquiéter. En ce qui concerne les activités à arrêter pour épargner l'énergie, on peut commencer par le plus facile ou par celle qui dissipe le plus d'énergie. Tout dépend de l'investissement et des dispositions de chacun. Il est important que les périodes de suspension des activités dissipant beaucoup d'énergie soient arrêtées avec précision et mieux vaut pour commencer qu'elles ne soient pas trop longues. Il est en effet plus difficile d'arrêter de faire quelque chose pour toujours que pour quelques jours, et les périodes courtes ont l'avantage de nous permettre d'évaluer plus souvent nos résultats et de prendre en connaissance de cause la décision d'arrêter ou de poursuivre notre effort. 2. Évaluer la charge énergétique des activités. A. Consacrer quelques moments à l'examen de son corps et de ses sensations et à l'examen de ses impressions profondes après une activité dont on désire connaître la qualité énergétique. La réponse est claire. Si on se sent bien, ragaillardi, heureux, comblé, l'activité nous apporte de l'énergie. Si on se sent faible, épuisé, noué, abattu, l'activité nous fait perdre de l'énergie, comme une dispute violente avec quelqu'un qu'on aime par exemple. Commentaire sur cette technique. Malgré sa simplicité, elle est efficace et si l'homme ordinaire l'ignore, c'est parce qu'il ne prend pas le temps de s'observer, de pratiquer l'art de guet. Rappelons qu'il ne s'agit pas d'analyser, mais seulement d'examiner ce que l'on ressent. Toutes les activités consument de l'énergie, mais certaines d'entre elles contribuent à sa bonne gestion et à son augmentation et constituent ainsi une dépense adéquate qui entraîne des gains d'énergie, alors que les autres activités dissipent l'énergie à nos dépens. 3. Indications pour évaluer l'énergie dont nous disposons à la naissance. Bien que la méthode la plus pertinente pour connaître notre héritage énergétique soit la récapitulation, dont nous parlerons plus avant, voici tout de même un moyen simple d'examiner notre passé qui peut nous fournir quelques indications sûres. Les exemples suivants, donnés à titre indicatif, ne doivent évidemment pas être pris au pied de la lettre. Beaucoup d'énergie. Enfant nerveux, curieux, il interroge, invente des jeux. Enfant attachant, les autres enfants le suivent. Enfant indépendant,
se passe de permission pour agir, enfant ne redoutant pas l'inconnu, qui l'attire, adolescent inventif, s'investit dans ses projets personnels, sexualité précoce, apprend vite à gagner sa vie, apprécié par ses amis et par le sexe opposé, bonne santé, quitte très tôt la maison familiale, chanceux, réussit le plus souvent ce qu'il entreprend. Peu d'énergie, enfant timide, demande toujours la permission, inséparable de sa mère, tous les frais, emboîte le pas aux autres enfants, chétif, adolescent indécis, réfléchit beaucoup, agit peu apprécié du sexe opposé, ne quitte jamais le toit familial, il faut l'encourager à partir, tarde à gagner sa vie, échoue le plus souvent, malchanceux. Commentaire sur cette technique, bien évidemment, nul n'est en tout totalement pourvu ou totalement dépourvu d'énergie. Les caractéristiques précédentes se trouvent le plus souvent en chacun mêlé. Il suffit de dégager la tendance générale. L'énergie dont nous disposons varie selon l'emploi que nous en faisons tout au long de notre vie. 4. Technique pour suspendre les pensées ou les émotions dissipatrices d'énergie. La procédure permettant de mettre un terme à une émotion dissipatrice, comme la colère ou la jalousie, est simple. Elle requiert cependant une discipline et un minimum d'énergie disponible. La clé réside dans les pensées favorisant l'éclosion des émotions dissipatrices. Elle est donc valable pour toute pensée de ce type. Les procédures que je vais évoquer ont deux visées. L'interruption du dialogue intérieur, c'est la technique par excellence, et la modification de ce dialogue utile à ceux ne disposant pas de l'énergie nécessaire pour l'interrompre. Modification. A. Intervention possible sur les pensées dissipatrices d'énergie. Essayez de les faire rimer, en faire une petite chanson, en inverser les propositions, les traduire dans une langue étrangère que nous connaissons mal. Attribuer un nombre à chaque lettre, additionner lettres et mots pour obtenir la somme numérique de la pensée. Réciter la table de multiplication du début à la fin, puis de la fin au début. Réciter une prière d'une religion qui n'est pas la nôtre. Réfléchir sur une idée donnée en essayant d'imiter l'un ou l'autre des comiques du petit écran. Créer ses propres variantes. Quête du silence intérieur. Expérimenter n'importe laquelle des techniques d'interruption du dialogue intérieur. 5. Technique permettant d'épargner son énergie et son bien-être. Ne pas déroger pendant 3 jours à la règle d'or. Ne critique pas, ne condamne pas, ne te plains pas. Après ces 3 jours, on peut recommencer pour 3 autres, ou attendre quelques jours avant de le faire. 6. Technique du silence. Étant donné que la plupart de nos habitudes dissipatrices d'énergie sont liées à la parole, essayez des jeûnes, qui peuvent se révéler très bénéfiques, plus particulièrement aux bavards. Il est recommandé de voir beaucoup de monde qui parle ou jeûne, et de multiplier les interactions sociales pendant qu'on emploie cette technique. 7. Épargne de l'énergie sexuelle. L'activité sexuelle occupe naturellement une part importante de notre vie et presque tous les êtres humains naissent avec une énergie suffisante pour mener une vie sexuelle active tout au long de leur existence. Toutefois, la suspension d'une partie ou de la totalité de nos activités sexuelles pour une période donnée, plus ou moins longue, est une méthode efficace d'épargner l'énergie, vu l'importance du potentiel investi dans le cadre de la sexualité. Commentaire sur cette technique. Les relations sexuelles ne sont pas en elles-mêmes dissipatrices d'énergie, mais tout ce qui se rattache de maladif à la sexualité, comme dans les pays occidentaux, l'est grandement. La violence, la répression, la culpabilité, le mercantilisme font de l'union sexuelle une rencontre hautement dissipatrice. Si l'on est soucieux de sa dépense d'énergie, mieux vaut l'abstinence que la sexualité dissipatrice et mieux vaut l'activité sexuelle saine et heureuse que l'abstinence, à cause des possibilités que l'union offre au développement de la perception et de la conscience en sus du plaisir physique. En conduisant à une expérience qui échappe à l'empire du moi et du raisonnement, la sexualité nous donne accès à l'inconnu qui vit en nous comme dans le monde. Il faut encore pour cela être libéré du désir obsessionnel et de la culpabilité, tous deux liés à l'hypocrisie sociale qui enchaîne nos corps et nos cœurs. 8. Technique pour capter l'énergie du soleil.
Pour que cette technique soit efficace, il faut que celui qui l'utilise dispose d'un peu d'énergie libre et sache choisir le moment favorable. Je me référerai ici à une technique de base décrite par Don Carlos et dont j'ai découvert des variantes parmi les tribus indiennes du Mexique. Capter l'énergie du crépuscule. Le moment où le jour et la nuit se fondent présente pour Don Juan de grandes ressources d'énergie. C'est le moment le plus propice pour capter celle du soleil. La technique que je vais décrire vaut aussi bien pour le crépuscule que pour l'aube. Elle est cependant plus efficace au crépuscule, avec lequel les hommes ont plus d'affinité de par la nature de leur esprit. Je préfère personnellement le matin, mais je me suis livré pour la première fois à l'expérience le soir. A. Attendre debout la venue du crépuscule. Si l'on choisit le matin, commencer l'expérience avant le lever du soleil. Le soir, la commencer avant son coucher. Choisir un endroit d'où l'on voit bien le soleil monter ou disparaître à l'horizon. Orienter son regard détendu, attentif vers le soleil, bras le long du corps, paume ouverte vers l'astre. Respirer profondément, avec concentration. B. Quand le soleil commence à apparaître ou à disparaître, se mettre à trottiner sur place, en veillant à ce que la respiration accompagne les mouvements. Tandis que le soleil monte ou descend, augmenter l'intensité du mouvement et de la respiration. Les bras doivent se lever peu à peu, les paumes toujours dirigées vers le soleil. Se concentrer sur la sensation de chaleur. Le mouvement doit être accordé à celui du soleil. Quand celui-ci est apparu ou a disparu complètement à l'horizon, levez les paumes des mains vers le front, bien ouvertes, de manière à recevoir l'énergie. Et à ce moment-là, les mouvements des jambes devront être à leur maximum d'intensité. Levez les cuisses le plus haut possible. C. Prolonger l'exercice jusqu'à sa fin, c'est-à-dire jusqu'au signal corporel qui peut se traduire par des sensations diverses. Explosion interne, catharsis, épuisement total, sensation de brûlure non douloureuse, extase, etc. Ne pas quitter l'endroit avant que la respiration et les fonctions vitales soient revenues à la normale. Commentaire sur cette technique. Cette technique peut paraître étrange à l'homme contemporain, mais loin d'être une extravagance d'indigène ou autre chose de cet ordre, elle est liée aux processus universels par lesquels le corps humain, en tant que champ d'énergie, établit une relation particulière avec la source, c'est-à-dire le soleil et la terre. Des phénomènes de nature semblable se produisent d'ailleurs parfois d'une manière que nous pourrions qualifier de spontanée. Je prendrai pour exemple ma première expérience. Je conduisais sur l'un des grands axes de la péninsule dans le désert du sud de la Basse-Californie à une centaine de kilomètres de la localité la plus proche. Le soleil couchant dispersant encore une grande chaleur qui tempérait l'air, s'engouffrant par les portières aux vitres baissées. Je me suis arrêté pour répondre à un besoin physiologique et après plusieurs heures passées au volant. L'après-midi s'achevait. Aussitôt que je suis descendu du véhicule, j'ai été frappé par une sensation particulière, celle de la rumeur du désert. Il y avait des heures que je la traversais, mais la musique de l'autoradio et le fait même de conduire avaient atténué l'effet de la force singulière émanant de ces parages désolés. Après m'être soulagé, j'allais me remettre au volant pour reprendre la route. Il me restait encore 400 km à faire avant d'arriver au prochain sanctuaire des baleines. Pourtant, je m'arrêtais pour regarder autour de moi. Le bruit du désert ne ressemble à aucun autre. Il est pareil à un silence vibrant. La lumière solaire décrue, voilée par quelques nuages lointains. Le monde était d'un gris bleuté. La végétation aux alentours était réduite à quelques arbustes de petite taille et aux cactés propres à ce désert. Au loin, en direction de l'ouest, je découvris quelques montagnes bleu sombre, sans pouvoir distinguer si elles étaient couvertes de végétation ou pas. Je me dis qu'il serait intéressant d'aller vers elles, à pied, dans le désert. À ce moment-là, je ne considérais ni l'heure, ni le fait que la région m'était inconnue, ni celui que je n'étais pas chaussé de manière adéquate. Il ne s'agissait que d'une pensée vagabonde. Je voulus aller vers la voiture. Alors, il se produisit quelque chose d'étonnant. Je me sentis comme dissocié. Mon corps se dirigea vers les montagnes tandis que mon moi contemplait, moqueur, la scène et s'enquérait. « Tu ne vas tout de même pas te mettre à marcher en plein désert. Tu sais que tu n'as pas le temps et puis ça peut être dangereux. »
Et le moi répondait encore: un petit moment seulement, je ne fais qu'un petit tour dans le coin. En attendant, sans écouter les considérations de mon esprit, mon corps continuait d'avancer. Tandis qu'il avançait, une chaleur m'investissait, qui n'était pas gênante, mais agréable. Elle me faisait me sentir en paix avec moi-même et confiant. Je regardais les montagnes qui se trouvaient toujours aussi loin. Je savais que je n'arriverais pas jusqu'à elles, que je pouvais marcher sans souci et retourner à ma voiture quand j'en aurais envie. C'est ainsi que j'ai continué de marcher jusqu'à ce que mon corps eût fait taire mon moi. J'ai cessé de penser et plus rien à compter. Je marchais pour le plaisir. Les montagnes se sont insensiblement rapprochées. Par moments, la pensée revenait et me disait que les hauteurs bleues sombres étaient bien loin et que je n'avais pas la moindre raison de m'en rapprocher. J'ai tourné la tête pour essayer de voir mon auto, mais elle avait disparu, et la route avec elle. J'avais marché plus longtemps que je le croyais. Le silence s'imposait et je continuais d'avancer. C'est alors que j'ai éprouvé la fascination du désert et que je me suis fondu avec la nature. Nul désir ne me poussait. Je me trouvais là, tout simplement, et tout ce que je pouvais faire, c'était marcher. Les montagnes m'attiraient toujours davantage. Elles grandissaient au fur et à mesure que je m'en rapprochais. J'ignorais si je pourrais les atteindre, et comme rien ne m'apportait plus, j'ai suivi mon chemin. Encore un pas, encore un pas. Je me suis tout de même avisé que le temps passait parce que la lumière a commencé à décroître. Le soir tombait, et je me trouvais au pied d'une hauteur. Elle me semblait très élevée, ne me présentant qu'un versant abrupt de roches calcaires, pareil à une muraille, qui ne se laissait pas escalader aisément. Je l'avais pourtant atteinte, sans l'avoir décidée. J'avais fait ce qui, peu auparavant, m'apparaissait encore impossible. Et puisque j'étais là, j'allais grimper un peu pour mieux découvrir le paysage. Je l'ai fait. Plus exactement, je me suis mis à escalader les parois rocheuses et je me sentais chez moi, comme un puma. Une anxiété extrême s'est emparée de moi. Quelque chose m'attendait en haut et il me fallait atteindre la cime avant que le soleil eût disparu. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais l'élan qui me poussait était irrésistible. 3 heures de marche dans le désert avaient aiguisé mes sens et mon attention aussi. Je savais d'instinct ce que j'avais à faire, sans devoir consulter ma raison, laquelle à cette heure n'eût pu m'induire qu'à la crainte. De temps à autre, je regardais au-dessous de moi. J'avais rapidement gagné de la hauteur. Une erreur, un faux pas, risquait de me coûter la vie. Je ne m'en sentais pas moins heureux, le corps de plus en plus en éveil. Je suis arrivé au sommet de l'énorme paroi pour découvrir qu'elle cachait une véritable montagne que je n'avais pu apercevoir d'en bas. Elle était plus grande que ma paroi, mais d'accès plus facile. Spontanément, j'avais pris le pas de course. J'ai atteint le sommet à l'instant où le crépuscule ne tenait plus qu'à un fil, et j'ai pu, pendant quelques instants, contempler le monde. L'empire solitaire de la nature sans entrave, loin du monde quotidien. Devant moi, par-delà l'immense désert, se laissait deviner la mer Caraïbe, et en me retournant, je découvris un désert plus vaste encore, et le Pacifique. Je me sentais au sommet du monde, non pas du monde de tous les jours, mais de celui magique et mystérieux que je me représentais alors qu'un espace de paix, d'harmonie et de calme absolu en même temps qu'imposant et puissant. Je retrouvais ma faiblesse devant l'infini. Je sentais que je n'étais ni plus ni moins important que tout ce qui m'environnait, et j'étais heureux. Mes soucis habituels n'étaient plus que broutilles face à l'immensité. Je me suis tourné vers le soleil. Alors que tout le reste du monde n'a plus été qu'un bleu sombre où se confondaient le ciel, la mer et mon cœur même. J'ai senti tout à coup quelque chose de semblable à un frémissement ou un courant électrique monter du sol, à mes pieds, et monter encore le long de mes jambes, de ma colonne vertébrale, jusqu'à ma tête. Cette force me forçait à me mouvoir, son intensité augmentait, et celle de mes mouvements avec elle. La terre me livrait un secret. Sans la moindre intention précise, je m'étais mis à trottiner sur place, les bras tendus, paumes orientées vers le soleil, levant les genoux, pris d'un tremblement incontrôlable. Les larmes couraient sur mon visage. Le monde est devenu rouge, quelque chose a éclaté en moi et je me suis senti libéré. J'ai su quel devait être mon prochain pas dans le monde et je me suis senti comblé. Le mystère avait entrouvert une de ses portes et j'avais pu entrevoir mon destin. Je l'ai accueilli avec joie.
En pleine obscurité, mais débordant d'énergie, comme si de la lumière émanait de moi, j'ai dévalé la hauteur, traversé le désert et retrouvé mon auto. Et nous arrivons au terme de cette lecture, de ce chapitre sur les techniques. Il y a beaucoup de choses à appliquer, beaucoup de choses à mettre en place. Dites-moi si vous comptez le faire, ça m'intéresse de savoir. En tout cas, j'espère que la lecture vous aura plu. On se retrouve très vite pour le chapitre 4. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une belle soirée ou une belle nuit si tel est le cas. Et je vous dis à très vite pour la suite de ce livre passionnant.